Voilà donc ce moment qu'on attend chaque année avec impatience à chaque université de la e-santé, la remise des trophées de la e-santé, moment important bien sûr pour tous ceux qui reçoivent un trophée, qui vont recevoir un trophée dans quelques minutes, et moment aussi important pour nous tous finalement dans la salle parce que c'est l'occasion de découvrir en avant-première les dernières innovations prometteuses, on l'espère, en e-santé avec leurs porteurs courageux et talentueux. Et avant de remettre ces prix, nous rejoindre tout d'abord Yann Peter, directeur de la Technopole de Castres-Mazamet, qu'on peut applaudir puisque c'est désormais lui le chef d'orchestre de cette université de la e-santé. Yann, avant d'aller remettre ces trophées, combien de candidats cette année? Est-ce qu'on a toujours le même succès à Castres? Alors, merci, bonjour à tous. Oui, c'est toujours un succès. On a eu cette année plus de 60 candidatures réparties sur 4 catégories différentes. On est assez content. Ouais, des candidatures qui viennent d'où principalement au niveau géographique? Alors on a recensé, effectivement, il n'y a pas une région qui a été oubliée. Tout le monde a candidaté, on est en moyenne autour de 3 ou 4 candidatures par région. Il y a des régions qui sont plus pourvoyeuses que d'autres, donc l'Occitanie et l'Île-de-France. Mais on est ravis de pouvoir toucher tous les coins de la France avec notre concours d'innovation. Alors des candidats qui viennent de partout, qui candidatent pour tout. On a plusieurs catégories qu'on va voir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des catégories, ceci dit, qui sont plus à la mode, plus trendy que d'autres, qui ont plus attiré de candidats cette année que les autres? Non, par le passé, on avait fait des paris sur des spécialisations qui n'avaient pas forcément très bien marché. Non, cette année, on avait prévention, patients, professionnels de santé et données de santé. Les 4 catégories ont recueilli à peu près le même nombre de candidatures. On est autour d'une quinzaine par catégorie. Et on va remettre dans quelques instants les 6 prix les uns après les autres. Ce qu'on dit chaque année, il ne faut pas l'oublier, c'est bien de venir ici sur cette estrade. C'est bien, c'est génial de recevoir un prix. Mais le but, quand même, de ces prix, c'est d'aider, développer des idées à se développer, des entrepreneurs, des sociétés, de leur apporter le coup de pouce pour réussir leur projet. Est-ce que ce passage à Castres reste toujours un tremplin quand on regarde les lauréats des dernières années? Alors oui, nous on essaye de faire un peu de veille, sur tous nos anciens lauréats. On sait que le prix est une reconnaissance et ils le mettent en valeur régulièrement sur leur communication. Mais c'est surtout en fait la qualité du réseau qu'ils ont pu se créer sur ces 2 jours avec une idée déjà d'un rapprochement avec le parrain de leur catégorie. Ça crée du lien et ça peut accélérer beaucoup de choses. Et puis après, c'est tout ce qui s'est fait à travers la convention d'affaires, à travers les pitchs qu'ils ont pu faire devant les jurys. Parce que ne serait-ce que dans les délibérations, on a vu qu'il y avait des connexions qui allaient se faire immédiatement. Donc on est plutôt content de ça. C'est un peu le but, c'est accélérer l'échelle de temps pour les jeunes entreprises qui innovent et pour qui on sait que c'est difficile. Ouais, pas uniquement venir à Castres pour recevoir un prix, ce qui est génial, mais accélérer effectivement son développement derrière. On va les remettre dans un petit moment. Puis il y a plein de candidats qui sont en face de nous, qui se demandent est-ce que je suis dans la liste des lauréats? Alors quelques minutes d'attente et de supplice encore, mais on y arrive derrière. Et avant de remettre ces prix, il y a un tout petit mot quand même bien spécial. Il ne faut jamais l'oublier pour tous ceux qui rendent cette université de la e-santé possible chaque année. Chaque année, c'est un défi de monter un événement d'une telle qualité, d'une telle richesse ici à Castres. Merci, tu l'as dit, ça a été aussi comme dit un petit peu par Nathalie hier. On a parlé des 3 défis pour transformer la e-santé. Nous, on a tous les ans 3 défis pour faire perdurer l'événement de l'université de la e-santé. Il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, notre premier défi, c'est un défi financier, comme pour beaucoup, et pour le système de santé, il y a une vraie problématique de financement, et donc on remercie à travers ça nos financeurs publics qui nous soutiennent d'année en année et qu'on essaye de mobiliser, mais de moins en moins, parce qu'on sait que pour eux aussi c'est difficile. On remercie également nos financeurs privés, les industriels, les laboratoires, certaines startups qui ont participé, qui ont eu des stands. On essaye de créer un modèle économique qui repose un peu moins sur le public, un peu plus sur le privé, et qu'on essaye d'équilibrer en tout cas. Après, on a un autre enjeu, c'est un enjeu de qualité. C'est un événement que moi je considère vraiment axé sur le côté qualité, le côté scientifique, technique, technologique. Donc en fait, pour ça, on a besoin d'avoir un comité scientifique qu'on a créé et que je remercie. On a également, grâce à ce comité scientifique, identifié des intervenants de qualité qui ont animé toutes ces tables rondes pendant ces 2 jours. Je remercie aussi nos journalistes et animateurs, parce qu'en fait, on veut des gens experts pour pouvoir driver ces conférences. Donc ils ont fait un gros travail aussi. On a réparti la charge de travail sur plusieurs personnes et je les en remercie.
La qualité, elle vient aussi des lieux dans lesquels nous sommes. Donc je remercie Isis pour son accueil et puis pour ses différents espaces de conférences. Et je remercie également toute la partie technique. Parce qu'en fait aujourd'hui il y a de la captation audio, il y a de la captation vidéo, il n'y a pas eu de soucis techniques sur les projections, tout a bien marché et c'est en grande partie grâce aux équipes techniques, donc ça c'est un gros point. Et le dernier défi qu'on a, non des moindres, c'est un défi d'accessibilité et d'attractivité. Donc voilà, à réussir à faire venir du monde à Castres pour parler de e-santé, il y a 20 ans c'était compliqué. C'est toujours compliqué aujourd'hui et je vous remercie. Vous êtes encore là pour cela et donc merci d'être venu jusqu'à nous. L'événement, il se veut national, donc on essaye de capter assez loin et de faire venir des experts d'assez loin. Donc ça, c'est un point important. Je remercie aussi pour la partie accessibilité et attractivité Carte Blanche, qui est un de nos partenaires, qui gère justement toute cette partie accueil, prise en charge des participants et des intervenants pour faciliter la venue des uns et des autres, parce que voilà, c'est pas toujours évident quand il faut prendre une voiture, un avion, un train, un bateau, parce qu'on a eu des bateaux aussi. Donc voilà, c'est jusqu'à Castres. Ouais. Alors pas dans cet ordre-là, mais il y en a qui sont partis de Corse pour venir jusqu'à Castres. Donc voilà. Bon. Et après un grand merci également à l'équipe de la Technopole, parce que notre métier c'est pas de faire de l'événementiel. On est un incubateur, on aide au développement des entreprises sur le territoire, jeunes entreprises, PME, innovantes. Donc notre métier c'est ça au quotidien et on se rajoute cette volonté de dynamiser une filière de santé numérique. Et voilà, donc ça nous demande à tous de faire un peu plus que la fiche de poste écrite au départ. Et un dernier petit message aussi, parce que là c'est la 19e édition, donc il y en a eu 18 avant. Et 18 avant, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont construit pierre par pierre l'événement, qui en font ce qu'il est aujourd'hui, sa réputation, sa qualité scientifique et technique. Et donc il y a plusieurs personnes qui sont présentes ici, qui ont œuvré, qui ne sont peut-être plus à la Technopole, mais qui sont toujours un peu de cœur à la Technopole. Donc je les en remercie. Ils se reconnaîtront et vous les reconnaîtrez normalement aussi. Merci beaucoup Yann, et on peut applaudir toute cette équipe de la Technopole menée par Yann cette année en chef d'orchestre pour continuer vaillamment cette université de la e-santé. Merci beaucoup et sans plus tarder, on entame donc cette remise des prix avec la catégorie tout d'abord patient, catégorie parrainée par les laboratoires Pierre Fabre, et va me rejoindre Sandra Lefebvre qui est directrice globale digitale chez Pierre Fabre et qu'on peut applaudir. Sandra, catégorie patient, catégorie symbolique, j'ai envie de dire, qu'on vient de chez Pierre Fabre. Oui, en tout cas, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de remettre le trophée de la e-santé catégorie patient, parce que le patient, c'est vraiment ce qui donne du sens à notre travail quotidien, et il est vraiment au cœur de toutes nos décisions, quel que soit le département de l'entreprise. Et ce prix est remis cette année à PaperDoc, qui est un outil d'intelligence artificielle, de contenu scientifique pour les médecins. Il nous rejoint le docteur Nicolas Gatulle, qui est venu de Paris pour candidater à ces trophées, qui est cofondateur et président de PaperDoc. On va lui remettre ce prix dans 30 secondes. Voilà, docteur Gatulle, venez nous rejoindre. PaperDoc, en 30 secondes, le pitch d'ascenseur, c'est quoi ? Eh bien, le pitch d'ascenseur de PaperDoc, c'est qu'on a commencé à faciliter l'accès à l'information pour les professionnels de santé, pour les chercheurs, la littérature scientifique, les recommandations, et on s'est aperçu qu'il y avait un gros trou dans la raquette pour les patients. Il y a un gros problème de littératie en santé, d'accès à l'information, avec évidemment un impact sur la santé des patients et la santé publique d'une façon générale. Donc on s'est dit, on va mettre l'IA au service de l'information pour les pros, mais aussi pour les patients, pour renforcer cette cohésion entre l'hôpital, le soin, les médecins et la maison, et renforcer l'accès à l'information pour les patients. Et ça marche comment très concrètement ? C'est un site, l'IA fait un digeste, résume, mais dans un langage compréhensible pour le patient ? Oui, c'est ça. En fait, on a développé un chatbot, tout simplement, un chatbot, mais qui se base uniquement sur des sources qui sont fiables, qualifiées, scientifiques, médicales, qui sont utilisées par nous, les soignants, mais retransmises dans un langage qui est évidemment accessible pour tout le monde, avec des réponses qui sont personnalisées pour que vraiment chacun puisse poser des questions quand il veut, de la forme qu'il veut, et sans avoir d'angoisse de ne pas avoir de réponse à ces questions, et de pouvoir tranquillement prendre soin de soi. Ouais, en un mot, le business model ?
Le business model, c'est gratuit pour les patients. Et là, on est encore en train d'y réfléchir. Évidemment, il y a l'idée de renforcer la recherche aussi autour du patient et donc utiliser toutes ces données qui sont agrégées, qui ne sont pas personnalisées, mais agrégées, pour vraiment comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les demandes des patients. Ouais, Sandra, pour vous qui étiez dans le jury, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette initiative en tant que laboratoire en plus? Déjà, pour commencer, il y avait 5 belles startups. Voilà, il y a eu beaucoup de débats, un jury passionné. Donc voilà, ce qui nous a séduit, c'est vraiment via le compagnon Gustave, c'est ça? Oui, voilà. Gustave à destination des patients, donc qui allie intelligence artificielle et base de données validées en santé, certifiée, et qui permet vraiment d'accompagner le patient grâce à des données vraiment médicales validées sur tout son parcours de santé, et qui permet aussi de réduire l'inégalité en termes d'information pour les patients. Les patients qui ont envie d'en connaître toujours plus sur leur pathologie. Oui. Je vous laisse remettre le prix, Sandra, à Nicolas. Allez-y, on va prendre les photos en même temps et on peut les applaudir. PaperDoc, donc restez là, 30 secondes encore. Premier trophée de la e-santé de ce cru 2025. Merci à tous les deux. Catégorie suivante, la catégorie prévention, catégorie parrainée par Harmonie Mutuelle. Il va me rejoindre tout de suite Cathy Randrian-Harisson, qui est experte prévention chez Harmonie Mutuelle et qu'on peut applaudir. Prévention, souvent le parent pauvre en termes de santé, donc c'est pas un hasard pour vous non plus, Harmonie Mutuelle, d'aller vous positionner sur cette catégorie. Oui, à Harmonie Mutuelle, donc on intervient en santé, en prévoyance, en épargne retraite et en prévention. Et donc on accompagne les entreprises sur la santé physique, la santé mentale, également sur l'organisation du travail. Donc pour nous, c'était important de pouvoir remettre ce trophée. Et ce trophée est remis cette année à France Care, une plateforme qui propose des solutions dans un périmètre géographique pour les patients. Il nous rejoint Magali Tasseri, qui est CEO de Care Connect, société de la région parisienne, qui est venue concourir ici à Castres pour ces trophées de la e-santé. Venez nous rejoindre, tenez. Je vous donne un micro. Alors, même question, toujours à chaque lauréat. Finalement, votre projet, en 30 secondes, c'est quoi ? Chez France Care, on aide les gens à se repérer dans le système de santé, à trouver des médecins, préparer une hospitalisation, gérer le retour à domicile et coordonner les soins tout au long de la vie. Et on va aider les gens à faire les campagnes de prévention, de dépistage et de vaccination grâce à un passeport de prévention dématérialisé qui va vous suivre tout au long de la vie. Sur un modèle d'application qu'on va télécharger, un modèle de site internet, ça marche comment concrètement ? Alors en fait, on est parti du principe que quand vous êtes malade, vous avez besoin d'un interlocuteur de confiance. Donc à l'heure de l'IA, on a mis un truc ultra moderne, on a mis des humains au téléphone qui vous parlent, qui vous connaissent. Ça va changer du chatbot. Ouais, en fait, on a des professionnels de santé qui vous répondent tous les jours de 8h à 20h pour répondre à vos questions. Et par contre, ces professionnels de santé, ils sont augmentés avec une très grosse tech qui s'interface avec tout ce qui existe pour devenir en fait le chaînon manquant entre vous et le système de santé. Et juste à titre de curiosité, les principales questions qui sont posées à ces humains, c'est quoi alors de la part des patients ? Il y a de tout. Il y a j'ai pas de médecin traitant depuis 4 ans, cherche un dermato, un ophtalmo. Nous, on les trouve très bien. Donc si vous avez un sujet, vous n'hésitez pas. Maman va se faire hospitaliser. Comment ça va se passer ? Comment je gère le retour à domicile alors qu'elle habite à 400 km ? Comment je gère les soins de mon fils qui fait ses études ? Je suis une primipare d'un enfant prématuré. J'étais en train de déménager quand j'ai accouché. Comment je gère ça ? Mon mari est handicapé, je viens de faire un AVC, j'ai 2 enfants, comment je gère ma vie ? Et on a des chefs d'entreprise qui nous disent la santé, c'est un vrai sujet en entreprise. Il y a beaucoup d'aidants, beaucoup de malades chroniques, des jeunes parents. Et comment je fais pour leur permettre d'être performants au travail et de leur faire gagner de la sérénité et réduire la charge mentale ? J'ai envie de dire une solution qui est un peu à l'image de ce qu'on a entendu dans pas mal de tables rondes. Oui, la e-santé, ça apportait du conseil en santé sur une pathologie, de l'information. Mais c'est pas que ça, parce que le patient, il n'a pas que sa maladie à gérer autour de lui. Ouais. En fait, le patient, il faut vraiment le prendre dans son intégralité et dans toute son humanité, dans son écosystème, et c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais, Cathy, qu'est-ce qui vous a séduit chez Harmonie Mutuelle quand vous entendez ce projet ? Alors le jury a beaucoup apprécié justement la solidité du modèle et aussi l'accompagnement personnalisé que vous proposez dans l'accès aux soins et la prévention. Et vu que pour nous c'est très important et pour le jury ça l'a été aussi, donc c'est pour ça qu'ils ont voté pour Merci. vous. Ouais.
Business model en un mot, Magali? On a d'abord un système d'abonnement pour les entreprises et qui prennent soin de leurs collaborateurs ou qui développent des solutions pour leurs clients, les banques, les assurances, les mutuelles. Mais aussi, on a un accès par abonnement par le grand public. Et de l'autre côté, on fait de la gestion de lits pour les centres hospitaliers, publics, privés et opérateurs de santé. Donc on oriente le bon patient au bon endroit, au bon moment. Et tout le monde paye un petit peu pour que personne paye beaucoup. Ouais, donc un modèle déjà opérationnel. Cathy, je vous laisse remettre ce prix, ce trophée de la e-santé à Magali. Voilà, donc pour ce projet France Care. Voilà, merci à toutes les deux et on va passer, hop, voilà, on va reposer les micros, hop, sur la table ici sans faire d'accident. Et on passe à la catégorie suivante, qui est la catégorie structure de soins et professionnels de santé, catégorie parrainée par Numifrance. Et pour remettre ce prix, c'est Nadia Voyer, qui est directrice de la communication chez Numifrance, qui va me rejoindre et qu'on peut applaudir elle aussi. Bonjour Nadia. Numi, on va le rappeler peut-être pour ceux qui n'ont pas encore imprimé la nouvelle marque, le nouveau nom. Vous étiez venu d'ailleurs présenter ici même l'année dernière dans cette université. Numi, c'est une fusion de deux organismes très importants. Absolument. Donc Numifrance a été créé, nous avons créé la marque en mai dernier et c'est issu de la fusion entre le MIPI et le CIB, qui sont deux groupements d'intérêt public majeurs qui œuvrent depuis plus de 30 ans à construire les systèmes d'information hospitaliers. Voilà, donc Numifrance s'adresse aujourd'hui par la conjonction de nos offres un spectre très large et répond aux besoins de nos adhérents qui sont les hôpitaux publics français sur l'ensemble de la gestion d'un hôpital et de la donnée médicale. Ouais, et juste pour donner comme une importance de ce qu'est cette structure qui est vraiment extrêmement solide et importante aujourd'hui, combien de collaborateurs et combien d'établissements ou de lits touchés? Oui. Alors notre offre est implantée dans environ 80% des établissements de santé français. Ça représente 2/3 des GHT en France. Et aujourd'hui, on a un tout petit peu moins de 1500 collaborateurs. Tout petit peu moins de 1500 collaborateurs, c'est quand même Implanté pas mal sur le déjà. Donc Numi remet cette année le trophée dans la catégorie structure de soins et professionnels de santé. Ce trophée est remis cette année à CVOP, Société de Haute-Garonne pour le coup, un local, et nous rejoint Paul Profit, responsable de la relation client chez CVOP, où l'on fait du réemploi et de l'utilisation durable du matériel de santé. Voilà, cherchez le micro à vous remettre. Voilà, félicitations pour ce prix. Un petit mot sur CVOP et cette initiative qui, pour le coup, est dans le pilier, j'ai envie de dire, durabilité derrière. Complètement, effectivement. Chez CVOP, on a fait un constat il y a quelques temps de ça, c'est que dans les établissements de santé en France, il y a énormément de matériel qui est malheureusement stocké et pas utilisé ou carrément jeté quand on n'a plus la place. Donc l'idée de base, ça a été de créer une solution qui permettait de mettre en relation l'offre et la demande entre les services, les soignants qui ont besoin de matériel et qui font souvent des demandes d'achat, et tout ce matériel qui est stocké et qui finit parfois à la benne. Donc ça a été l'idée principale. C'est quoi? C'est le bon coin du matériel informatique, du matériel médical, pardon, pour l'hôpital? C'est comme ça qu'on le surnomme assez fréquemment pour expliquer le système. Donc ça permet effectivement de poster concrètement des annonces sur une marketplace interne et du coup de récupérer ces annonces en quelques clics. Évidemment, on n'a oublié personne, la logistique qui va pouvoir directement consulter un dashboard pour transporter le matériel et tout ça. Donc ça, c'était l'idée à la base. Après, on s'est développé avec des outils de mutualisation et de planification d'utilisation d'objets, par exemple, dans les services de santé, et on va jusqu'à l'inventaire et le rapprochement comptable. Voilà, on va beaucoup plus loin maintenant. Donc solution clé en main, en tout cas pour des établissements de santé. Sur quel business model ou quel stade de développement aujourd'hui? Le business model, il est simple, ça va être un abonnement annuel en fonction qui dépend de la taille de l'établissement et des modules utilisés. Comme je vous l'ai dit, on a plusieurs offres, plusieurs modules, mais concrètement, c'est un abonnement annuel. Ouais. Nadia, quel regard porté par Numi, justement, vous qui êtes extrêmement présent dans les établissements de santé publique en France, quel regard porté sur cette initiative, vraiment sur une durabilité beaucoup plus forte de matériel, ne pas gâcher? Ce qui nous a beaucoup séduit dans le jury, c'est que c'est une innovation qui est extrêmement utile et concrète.
C'est évident de voir le bénéfice de la proposition parce que ça travaille le levier évidemment de l'économie. On sait dans ce contexte hospitalier difficile combien les établissements de santé ont besoin de faire des économies. Il y a un fort impact au niveau écologique également. Voilà, donc on a vraiment tous été séduits par la proposition. Encore une fois, bravo. Ouais, félicitations, et je vous laisse remettre Merci le beaucoup. prix, Nadia. Voilà, restez là. Dans le bon sens, tant qu'à faire, le prix pour la photo, ça sera beaucoup mieux. Allez-y, l'un à côté de l'autre. Petite séance de photo pour CVHOP, donc lauréat 2025 de cette université de la e-santé. Merci à tous les deux. Trophée suivant, et on va rentrer dans la catégorie traitement, valorisation et sécurisation des données de santé, catégorie somme toute assez récente dans cette université, mais ô combien importante dans notre système de santé actuel. Et pour remettre ce prix, c'est Élie Cohen, directeur général de Consort Group, qui nous rejoint. Voilà, un petit micro. Merci d'avoir fait le déplacement pour être des nôtres aujourd'hui à Castres, Élie. Consort Group, on le rappelle quand même, il faut le dire, et Yann le rappelait tout à l'heure, fidèle soutien de cette université de la e-santé. Et sans ses parrains, cette université, cet événement n'existerait pas. Consort Group, je le rappelle, magnifique réussite française de ces dernières années, avec maintenant plus de 2000 salariés, 11 bureaux dans les territoires, dont un bureau ici à Castres. J'ai envie de dire, c'est un peu la même logique d'ailleurs que l'université de la e-santé. Vous êtes très fortement présent dans les territoires, vous arrivez à trouver les meilleures forces, les meilleurs talents des territoires, ce qui vous permet d'aller à l'international derrière, c'est ça? Alors c'est clair, en fait, on considère qu'en fait cette proximité à la fois avec nos clients et avec l'ensemble de nos collaborateurs, nous sommes des entreprises de services du numérique, et ce qui fait notre valeur, c'est l'intelligence de nos collaborateurs, cette intelligence individuelle et collective, et il est clair que nous devons être au plus proche à la fois des consultants qui nous rejoignent et de nos clients, et c'est un vrai levier pour pouvoir servir aussi nos clients à l'international ou en France. Castres d'ailleurs est un de nos centres de services qui œuvre pour la France, mais aussi pour quelques pays européens, où nous avons pu concentrer une délivrance de services ici. Donc voilà, on est venu et puis on n'est plus jamais parti. et on espère que vous allez y rester encore longtemps. Élie Cohen, les trois piliers, les trois thèmes de cette université, on était vraiment sur l'équité, la souveraineté, la durabilité. La souveraineté, point crucial, cybersécurité, sécurité tout court. Et là, on est vraiment au cœur de l'expertise de Consort. Très clairement. Alors en fait, je le rappelle juste, un Consort est à trois piliers d'offres. En fait, un pilier d'offres autour de la donnée, de l'intelligence artificielle et puis du développement digital. Un second pilier autour des infrastructures sécurisées. Un troisième pilier autour du digital workplace, ou plus qu'éminemment poste de travail au sens le plus élargi. La cybersécurité, il y a très longtemps, on était dans un environnement très périmétrique, on se protégeait. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Les données sont totalement éclatées dans des clouds. L'accès est fait de façon permissive à la fois par des postes de travail, des téléphones portables. Donc en fait, on a une complexité très forte. Et cette souveraineté, la protection de nos données, la protection de nos systèmes est un élément crucial de souveraineté. On se rend compte tous les jours, le monde hospitalier, le monde de la santé est malheureusement une cible très forte de cyberattaques. Et aujourd'hui, la donnée a une valeur inestimable. Donc la protéger est un élément important au cœur de notre activité. Et ce trophée, donc 2026, sur la souveraineté, sur la sécurité, sur la donnée de santé, remis à e-Astreinte, société dirigée par Belinda Champagne, qui va nous rejoindre et qui est venue, elle, de l'Isère pour concourir ici à Castres avec une solution, on va nous l'expliquer, en SaaS pour les plannings dans les établissements hospitaliers et pour la qualité de vie au travail. Félicitations à vous, Belinda, pour ce trophée. En 30 secondes, le pitch d'ascenseur de e-Astreinte. Alors, e-Astreinte, c'est une solution qui permet de structurer et sécuriser la gestion des astreintes. L'objectif, c'est de remplacer tout ce qui va être Excel, cahier, par une solution SaaS qui est aux normes RGPD, hébergée par OVH Cloud, donc un hébergeur de données de santé. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir toutes les ressources nécessaires pour la gestion des astreintes. Donc ça va du suivi des événements à la gestion documentaire jusqu'au planning. Voilà. Et ça sur toutes les astreintes des établissements. Donc ça va de l'astreinte de direction, cadre de santé, technique, informatique. Et l'objectif, c'est vraiment de centraliser
toutes ces astreintes, à la fois sur un établissement, mais aussi sur du multisite, sur des GHT, sur des groupes de cliniques ou des groupes d'EHPAD. Ouais, je voyais dans vos arguments de présentation de votre solution, vous voulez transformer l'astreinte que vous dites qui est un enjeu critique et qui est compliqué à gérer, il faut se le dire, dans les établissements, et bien la transformer en un avantage concurrentiel. Ça veut dire quoi ? C'est ça. Aujourd'hui, l'astreinte, c'est vu comme une contrainte personnelle, une contrainte organisationnelle, mais derrière, il y a plus que ça, c'est aussi on va pouvoir transformer la sécurité de l'établissement, on va pouvoir protéger l'établissement en ayant un suivi de tous les événements qu'il y a eu la nuit et le week-end, et on va pouvoir aussi assurer la continuité de l'activité en ayant les bons documents au bon moment, les bons numéros au bon moment aussi. Voilà. On se pose souvent la question ici, on voit des idées formidables, mais on se pose souvent la question de est-ce que cette idée finalement rencontre un besoin ? Est-ce qu'on répond réellement à un besoin ? Vous, votre développement commercial, qui a l'air extrêmement rapide, prouve la réponse que oui, il y avait un vrai besoin derrière. Oui, alors initialement, le projet est issu d'une co-construction avec un GHT, qui est le GHT Artois-Tarnois. Donc c'est vraiment le besoin métier qui a primé sur la conception de l'entreprise. Et aujourd'hui, on est développé sur une 50aine d'établissements en France. Donc à la fois sur du public comme le CH Douai, CH Toulon, CH Fréjus, mais aussi sur le privé. Donc on a commencé un pilote avec le groupe Elsan, sur Unicancer aussi, et pour les EHPAD, on a commencé un pilote sur France Horizon. Et là, on commence à aller vers l'étranger, on commence un test avec le CH de Monaco. Ouais, ça va très très vite. Juste toute dernière question, puisqu'on parle quand même de données, de sécurisation de données, d'utilisation de données. Pour aider à faire le planning, est-ce que vous avez une IA qui va prendre toutes les données RH de les établissements ? Alors je ne sais pas, qui est âgé, qui a des enfants, qui est plus compliqué à aller en astreinte. Votre outil travaille sur les données de l'établissement ? Oui, alors aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est que dans les plannings, il y a beaucoup de contraintes, à la fois réglementaires, qui sont le nombre de jours de repos à respecter, les mi-temps, les temps pleins, etc., mais aussi les contraintes réglementaires, des personnes qui vont avoir des indisponibilités, qui vont avoir des congés maternité, qui vont partir à la retraite, etc. Et en fait, nous, il y a un algorithme qui va tourner en prenant en compte toutes ces données-là. Élie Cohen, quand vous entendez cet outil et ce développement rapide en plus en termes de besoins. Alors, en tout cas, toutes mes félicitations, on va être appris dans quelques instants. En tout cas, ce qui a séduit le jury, au-delà de la partie plateforme dématérialisée, scalabilité rapide, capacité d'interfaçage et d'interconnexion, c'est d'aborder une contrainte très forte. Enfin, vous l'abordez bien sûr, mais qui n'a pas entendu parler, et depuis très longtemps, et malheureusement la crise que nous avons traversée en 2020 a démontré que le personnel de santé était en situation critique dans beaucoup de situations, et aborder cette optimisation des astreintes, cette optimisation y compris peut-être de la vie des gens qui la subissent, au travers de la valorisation et du traitement de la donnée, donc utiliser la data pour pouvoir le faire, a vraiment été un facteur assez déterminant dans le choix du jury. Donc je crois qu'il y a un réel besoin, à la fois pour le monde hospitalier, à la fois pour les professionnels de santé qui le vivent, pour les patients que nous serons ou que nous sommes et qui ont besoin d'être suivis, correctement suivis en monde hospitalier, de pouvoir savoir qu'à 22h, une astreinte sera là parce qu'un système aura fait en sorte que quelqu'un puisse être là. Et chez Consort, c'est l'IA qui fait les plannings pour les astreintes aussi ? Alors, pas encore, mais j'ai gardé à l'esprit le fait qu'on avait peut-être cette optimisation. Alors, néanmoins, on a quelques chiffres en 24/7, donc en fait, les astreintes ne sont pas forcément un sujet, mais somme toute, dans certains cas de critique, on aurait besoin d'un élément de cette nature. Merci beaucoup, Élie Cohen. Je vous laisse remettre ce prix à Belinda Champagne, ce trophée de la e-santé, catégorie traitement, valorisation, sécurisation des données de santé, parrainé par Consort NT. Merci à tous les deux. Voilà donc pour les trophées, on va dire, sélectionnés par les jurys à partir de la 60aine de dossiers qui ont été reçus et retenus cette année, et puis après les dernières auditions qui ont eu lieu hier. Mais Yann nous le disait, on avait quand même des dossiers de très très grande qualité, et c'est la première fois dans cette université de la e-santé qu'à titre exceptionnel, les jurés ont décidé de non pas donner un prix, mais au moins signaler par un coup de cœur deux projets qui sont vraiment aussi sortis du lot et qui méritaient un coup de projecteur dans cette université de la e-santé. Deux projets qui sont portés à chaque fois par des étudiants ou par le monde enseignant, le monde de la recherche. Et le premier projet, on va pouvoir les applaudir, c'est le projet Caraway qui est porté par les étudiants
de cette même école Isis. Alors ils sont en train de se lever, ne descendez pas, on va vous apporter, Yann va vous apporter un micro pour qu'on puisse, ils sont tout fiers et c'est très chouette, pour qu'on puisse entendre, vous, en tant qu'étudiant, ce qu'est ce projet et puis ce qui vous a motivé pour le monter. Alors je sais pas qui est-ce qui prend la parole. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Clément Cano, donc je suis étudiant à Isis Castres et ce qui nous a motivé avec ma sœur Romane à commencer ce projet, c'est une histoire personnelle. Donc on a accompagné notre grand-père lorsqu'il était atteint d'un cancer et donc on a vu un peu tous les problèmes que posait le système du transport sanitaire et c'est ce qui nous a motivé en fait à penser la solution Careway et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'il n'y ait plus de familles qui aient à revivre ce genre de choses et être confrontées à ce système. Par exemple, qu'est-ce que vous avez eu à vivre justement de complexe avec ces transports sanitaires dont on imagine au départ qu'ils sont là pour faciliter en plus la vie des patients? Nous, on a été confrontés au retard. Comme on dit, en France actuellement, il y a environ 15 à 20 minutes de retard pour les transports. Également, tout ce qui va être la facturation, c'est assez opaque pour le patient. Pour les transporteurs, il y a 40% de trajets à vide. Donc nous, on est là pour essayer d'optimiser leur activité. Pour les médecins, faciliter la prescription. Pour l'assurance maladie, faciliter tout ce qui va être la traçabilité. Évidemment, pour le patient, permettre d'avoir une interface qui fait qu'il se retrouve en fait dans son parcours. Et alors votre solution, vous l'imaginez comment? Ça va marcher comment concrètement? En fait, le médecin va prescrire un bon de transport directement dans l'application et la demande va être envoyée directement sur une base de données qui sera accessible par les transporteurs. Le transporteur ensuite va pouvoir accepter ou refuser la demande. Et tout ce que le patient a à faire, une fois qu'il reçoit la notification d'acceptation de sa demande, c'est de montrer un QR code à chaque étape de son parcours de soins. Donc lorsque le transporteur vient le récupérer, lorsque ses soins débutent et se terminent, et une fois qu'il a fini son trajet. Belle solution qu'on a hâte de voir développer, puis accessible à tous les patients. Et franchement, on peut applaudir ces étudiants d'Isis qui ont cette belle idée et qui part vraiment du terrain et qui répond à un vrai besoin. Alors ça, c'était le premier coup de cœur que tous les jurys ont souhaité mettre en avant dans cette amphi. Puis un second coup de cœur, c'est exceptionnel, il n'y en a pas un mais deux. Et le deuxième, c'est le projet Préviens-moi si tu peux, qui est porté par le LERAS et les enseignants-chercheurs de l'IUT de Castres qu'on peut applaudir. Alors je ne sais pas où ils sont dans la salle, les enseignants du LERAS. Hop, parce qu'il y en a un ou deux, voilà, très bien, qui vont pouvoir nous expliquer aussi la même chose. D'où vient le besoin, d'où vient l'idée, qu'est-ce que ça va permettre? Tout d'abord, merci beaucoup. Alors, on a pensé à une solution ludique qui vise à faire de la prévention, puisque la problématique de la prévention, on l'a dit, on l'a répété, est centrale dans un certain nombre de cas. Et dans le contexte du HPV, du dépistage des cancers du col et du papillomavirus, on a décidé de mettre en place un escape game physique et un jeu vidéo numérique qui va être distribué dans les collèges, qui fait du dépistage pour les plus grands, enfin multitâche en termes de prévention. Voilà. Et ça va être déroulé, conçu de quelle manière? C'est déjà en cours de production, dans des cas au stade du projet? On l'a développé, donc on a développé l'escape game physique qui a servi de base pour développer le jeu vidéo. Le jeu vidéo a été testé, il est en cours de déploiement dans des écoles. Et là, on est sur des entretiens qualitatifs et essayer de voir un peu comment améliorer justement l'état du jeu pour faciliter, encore une fois, la prévention autour de la question du HPV et de la vaccination. Ouais, bravo pour cette initiative de prévention autour du vaccin. On peut les applaudir, donc, ces enseignants du LERAS. Merci. Et on arrive maintenant à une autre catégorie de trophées, célèbre catégorie du trophée des internautes, comme chaque année des votes qui sont ouverts sur Internet. Alors là, les internautes ont la liste des projets qui vont être auditionnés. Ils peuvent voter vraiment pour qui ils veulent, peu importe la catégorie, peu importe le candidat. Et donc, suspense total, le prix cette année... je ne vais pas le dire tout de suite. Je vais d'abord appeler celui qui va remettre le prix, on ne va pas aller trop fort. Sacha Illich, qui est directeur général d'IMS Networks. Hop.
J'allais trop vite en besogne, Sacha Elik, vraiment désolé. Sacha Elik, on rappelle aussi en un mot ce qu'est IMS Networks aussi, parce que la très très belle réussite partie de Castres. Ouais, c'est une réussite locale déjà, depuis maintenant 28 ans. Donc on a deux types de métiers, c'est des services managés autour des réseaux, des infrastructures critiques. Alors on interconnecte les sites et notamment évidemment les organisations publiques, les groupements hospitaliers, notamment du Tarn. On fait également de la cybersécurité. Donc Elie en a très très bien parlé. Notre raison d'être, c'est de mettre un monde digital plus sûr et également plus souverain. Donc on est très content d'avoir soutenu l'e-santé cette année, et notamment sur les 3 thèmes, équité, souveraineté et durabilité. Ouais, on peut le repréciser, partie de Castres avec un fort développement en termes de collaborateurs, d'employés et des bureaux qui se sont développés bien au-delà du Tarn. Alors on est 120 personnes aujourd'hui avec 2 filiales en cybersécurité. On œuvre pour des grands groupes du CAC 40, mais également pour des PME, mais également dans des organisations publiques avec notamment le service manager réseau de l'enseignement et de la recherche. Donc à chaque fois que de la donnée partent des universités, elles sont supervisées par le groupe IMS. Voilà, donc c'est un des cas particuliers. Voilà, et toujours le même bel exemple, partir des forces d'un territoire, des talents d'un territoire et essaimer partout en France et dans le monde derrière. Sacha Elik, le prix internaute pour lequel ils ont voté en toute sécurité cette année est donc remis à... il est remis à AMS Logophonie Solutions, la solution Madeleine, qui est une solution qui va aider les orthophonistes et surtout les personnes qui ont besoin d'orthophonistes. Elle va nous l'expliquer tout de suite. Anne Ménin-Sicard, qui est orthophoniste elle-même et CEO de AMS Logophonie. Félicitations. AMS, acteur lui aussi local. Pris le micro, local dans le Tarn, et donc à qui on souhaite le même succès qu'IMS Networks. En 30 secondes, cette solution. Alors, cette solution s'appelle Madeleine, et c'est un logiciel d'auto-entraînement de la voix et de la parole, donc à destination des enfants et des adultes qui ne bénéficient pas de soins orthophoniques, parce que y a une carence de soins et une carence d'orthophonistes. Une carence d'orthophonistes, et puis surtout, donc il y a des délais très importants, des listes d'attente, et qui font que on avait déjà l'expérience de logiciels professionnels d'évaluation et de rééducation de la voix depuis 25 ans, et on a été interpellé par l'association AFAF, Ataxit Friedreich, qui, il faut savoir que ces patients qui ont une dysarthrie neurologique sévère, pour la plupart d'entre eux, ils ne bénéficient pas de soins orthophoniques. Et donc on a décidé de travailler pour eux. Ils ont soutenu le projet, donc je tiens vraiment à les remercier ici. Il y a aussi l'Institut du cerveau et de la moelle à Paris qui chapeaute le projet sur le plan scientifique pour faire les recherches. Et on a décidé de créer Madeleine avec aussi une jeune équipe de designers et de graphistes talentueux, pour aboutir à ce projet qui aura un enjeu sociétal fort, puisque ça permettra sans doute à des enfants et à des adultes de travailler chez soi pour éviter la chronicisation des troubles ou la dégradation trop rapide de la parole ou de la voix ou de la parole dans le cas de pathologies sévères. Comment ça marche concrètement? C'est quoi? C'est une application? Il y a des jeux, des vidéos, des exercices pour s'entraîner avant un rendez-vous, entre 2 rendez-vous? Alors, en fait, c'est un logiciel. Pour le moment, qui s'installe, c'est une licence installée soit sur un PC, soit sur une tablette, et qui permet, avec des technologies que l'on a développées depuis 25 ans de feedback visuel en temps réel, qui est extrêmement puissant, puisque en temps réel, le patient peut s'autocorriger. Et on a aussi développé des métriques d'évaluation de la voix et de la parole, qui permet on va dire, de gamifier un petit peu et de soutenir la motivation à long terme. Puisqu'on sait qu'en fait, plus un patient va s'entraîner régulièrement, donc c'est pas tellement la quantité d'entraînement, mais c'est la régularité, et plus il a de chances d'améliorer ses performances, et on est en train de démontrer, et quelle que soit la gravité de la dysarthrie.
Et là, on est vraiment dans le pilier, j'ai envie de dire, équité, parce que notamment pour un enfant et pour ses parents, à qui on annonce qu'il faut quand même qu'il aille voir rapidement un orthophoniste et qu'il se retrouve avec un délai d'attente qui peut être très, 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 très long, ça peut être rassurant d'avoir un logiciel ou une application pour commencer. Voilà, exactement. Sacha, quel regard sur cette solution développée ici depuis le Tarn? Alors, ce qui nous a plu, c'est de mettre la technologie pour les humains. Il faut savoir qu'actuellement, dans nos locaux, on a une formation, une sensibilisation contre les gens des troubles de la concentration à cause du bruit. On a un centre de service et c'est un vrai sujet. Donc, tout ce qui peut nous apporter en termes de sensibilisation, formation, sont des choses sur lesquelles on est très sensible, notamment dans nos métiers de l'informatique. Alors, je vous remercie pour cette proposition et puis félicitations. Et je vous laisse remettre le prix, Sacha, Anne, venez tous les deux pour la petite photo. Pour cette entreprise née dans le Tarn, cette solution née dans le Tarn et à laquelle on souhaite la même réussite que les beaux acteurs du Tarn, qu'ils soient IMS ou d'autres acteurs comme les laboratoires Pierre Fabre qui vont parrainer ce dernier trophée 2025, le trophée le plus symbolique peut-être de cette université de la e-santé, puisqu'on est sur le grand prix de l'université pour mettre ce prix comme chaque année, fidèle au poste. Éric Ducournau qui est CEO des laboratoires Pierre Fabre. Je répète la même question peut-être chaque année, mais quand même, Pierre Fabre, toujours présent dans cette université de la e-santé, contre vents et marées, contre toutes les difficultés qu'on peut avoir pour monter encore ce type d'événement dans un monde qui est très agité aujourd'hui. Pourquoi toujours cette présence et ce souhait de parrainer ce grand prix de l'université, Éric ? Bonjour Lionel, bonjour à tous. Je reprendrai le thème de l'année dernière, c'est parce qu'on peut être né dans le Tarn et rêver grand. Voilà, il y a peut-être une deuxième raison, c'est qu'en fait ici, de toute façon, si on ne se débrouille pas par nous-mêmes, il y a peu de choses qui nous soient données par les autres. Donc en fait, c'est, je pense, que le territoire a voulu faire, sous l'égide des élus, notamment de Nathalie de Villeneuve, et de poursuivre en fait ces universités de la e-santé, parce qu'une fois de plus, on ne donne rien gratuitement. Voilà, donc on va le chercher nous-mêmes. Et le grand prix cette année est remis à... précise, il peut être remis à n'importe quel candidat de n'importe quelle catégorie. C'est vraiment un coup de cœur important du jury. Donc le grand prix de la e-santé, cette université 2025, est remis à la société Reignpass, qui est une société bretonne de la Mézières, près de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Et c'est Mel Landel qui va venir nous rejoindre, recevoir ce grand prix et nous expliquer sa solution d'analyse d'image des tissus humains pour les anapathes. Voilà, un micro. Félicitations, Mel Landel. En un mot, toujours, pitch d'ascenseur, cette solution d'analyse de clichés. Venez au centre. Hop, pardon. Nous, on développe une technologie qui s'appelle le virtual staining et qui permet de remplacer des manipulations chimiques sur biopsie pour identifier du biomarqueur diagnostique sans réactif, quasiment instantanément, sans technicien et sans hardware. Alors traduit en français de manière compréhensible et concrète, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on a un contexte complètement de transformation du secteur, où on est en train de passer de l'analyse sous microscope des biopsies à une analyse qui est sur ordinateur après que la biopsie a été scannée. Et donc ça ouvre la voie à une quantité de données massive et surtout toutes les manipulations chimiques qui étaient faites avant sur biopsie, on peut les virtualiser et le faire en intelligence artificielle. Ouais. Aujourd'hui, votre société, c'est combien de personnes? C'est combien de moyens déployés à ces analyses, à construire les algorithmes, les IA, les outils qui permettent de les analyser? Aujourd'hui, on a levé 2,5 millions et on est une quinzaine de personnes si on inclut tout le monde qui travaille de près ou de loin et on travaille vraiment d'arrache-pied. Et c'est vrai que ça fait du bien de être récompensé aussi pour ce travail parce qu'on essaye vraiment de transformer un secteur, de faire en sorte que les gens soient mieux soignés et on se lève le matin pour ça et je crois que c'est un but qui est louable. Et pour souligner quand même l'aspect entrepreneurial des choses, faut pas oublier qu'on a des entrepreneurs en face de nous, vous levez 2,5 millions, vous êtes une quinzaine de personnes, vos premières solutions, vous allez les vendre quand? Vous allez devoir travailler combien de temps, d'années avant de toucher les véritables dividendes, les fruits de votre travail? C'est une super question parce que moi j'ai la conviction assez forte
que la science et développer des technologies deep tech, c'est une bonne chose, mais il y a aussi des défis de conduite du changement, de distribution, et c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Nous, on a un peu une double casquette où on développe cette technologie d'un côté, et de l'autre côté, on développe du software plus opérationnel en mettant notre expertise en intelligence artificielle au service de problématiques plus opérationnelles, et ça, on le vend dès aujourd'hui. Et donc, si jamais il y a des gens dans la salle qui veulent se joindre à l'aventure, qui veulent nous aider, qui connaissent des hôpitaux, qui connaissent des laboratoires, n'hésitez pas à me contacter, mon LinkedIn est ouvert. Ouais, toute dernière question sur ce que vous dites, qui a été un des mots qui est revenu régulièrement dans tous les débats ces dernières 48 heures, c'est la conduite du changement. C'est pas tout d'imaginer des outils numériques, imaginés par des ingénieurs, des informaticiens dans un coin. Il faut que les professionnels de santé s'en emparent, puissent les utiliser, et pour ça ils ont besoin d'être guidés. Ça veut dire quoi pour vous, apporter un logiciel qui a l'air, ou une solution technique qui a l'air extraordinaire, qui va faciliter le travail des anapathes, mais ça veut dire quoi dans la conduite du changement? Parce qu'ils ne vont pas se jeter dessus du jour au lendemain. Je pense que ça veut dire comprendre profondément la manière de travailler et comprendre aussi toutes les problématiques d'interopérabilité. Puisque c'est bien beau de développer une technologie, mais si elle ne s'insère pas bien dans la manière de travailler, je pense qu'elle ne sera, en tout cas on aura de la difficulté à la faire utiliser. Et donc c'est pour ça qu'il faut penser l'interopérabilité avec les autres logiciels, et il faut penser à venir vraiment combler des besoins existants de l'utilisateur. Éric Ducournau, pour vous qui êtes à la tête d'un laboratoire dont l'oncologie, en plus c'est une activité extrêmement importante, avec beaucoup de recherches derrière, quel regard porter sur ces solutions ? Un regard très bienveillant et félicitations pour avoir eu cette idée. Je pense que ça apporte deux choses qui sont fondamentales dans le système de soins. La première, c'est que ça va permettre de mieux qualifier le diagnostic, de le rendre de plus en plus robuste. Et on sait quand même que c'est un des défis qu'on va tous avoir à relever dans le futur. Et puis ensuite, ça améliore la qualité de vie des patients parce que dans la mesure où vous accélérez la mise à disposition des résultats de la biopsie, on sait très bien qu'attendre une biopsie, ça peut être à certains moments, suivant où on se situe en France, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, c'est quelquefois long pour un patient qui se demande s'il n'a pas un cancer. Et donc je pense que c'est bénéfique en fait pour tout le système de santé. Puis un autre troisième sujet qui a un peu séduit aussi les juristes, c'est le nom de la société, parce que finalement avec RainPass, on s'est demandé la voie vers la pluie, on s'est demandé si c'était pas vous qui l'aviez choisi pour aujourd'hui. C'est le côté breton en fait de la société. Ah, c'est breton. Et Éric Ducournau, juste deux petites questions supplémentaires aussi pour réagir à ce que nous dit Mel Landel. Il y a 2 aspects qui sont importants. Le premier, c'est l'IA. Pour vous qui dirigez un laboratoire, qui aussi testez des solutions l'IA, et en ce moment, tout le monde teste, tente des choses. On va être sur quelque chose de disruptif très rapide. Ça va prendre du temps. Quel regard vous portez là-dessus ? Dans une entreprise pharmaceutique, il y a en fait, nous on a choisi au sein du comité de direction de Pierre Fabre de se concentrer sur 3 sujets. Il peut y avoir de multiples sujets liés à l'IA. Bon, on a choisi 3. Le premier, c'est la recherche et développement, parce qu'évidemment, et ce que vous faites le prouve, c'est un accélérateur considérable de recherche et développement. Je pense que c'est ce qui va plus disrupter d'ailleurs le monde de demain. Juste, on parle beaucoup, vous savez, aujourd'hui de l'émergence des sociétés de biotech chinoises en particulier. Il faut juste imaginer qu'en Chine, c'est souvent peu connu en France, mais il n'y a pas de système de médecine de ville, c'est-à-dire que vous passez systématiquement par l'hôpital, c'est-à-dire que l'intégralité de vos données sont complètes, mais en plus elles sont auditables, elles sont bien rentrées, bien sécurisées, si vous voulez. Et ça c'est fondamental. Un médecin de ville, pardon de le dire, est beaucoup moins agile pour rentrer des données de santé complètes, et puis il n'y a pas forcément les examens biologiques, par exemple, quand on est en médecine de ville. Donc ça c'est un atout considérable qu'a le système chinois, et qui va permettre en fait d'aller beaucoup plus vite sur des résultats cliniques ou de dédouaner en phase préclinique certains composés sur lesquels on va en phase clinique aujourd'hui. Donc on va accélérer ce qu'on appelle chez nous les preuves de concept. Et d'une certaine façon, grâce à ça, je suis à peu près convaincu que beaucoup des barrières à l'entrée aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique, la barrière à l'entrée principale de l'industrie pharmaceutique, c'est le risque. Parce que quand vous commencez un programme de développement clinique, vous savez, vos actionnaires savent que vous pouvez perdre plusieurs milliards d'euros. Et aujourd'hui, il n'y a aucune industrie, à part celle-là, qui peut perdre plusieurs milliards d'euros sans risque avec la possibilité de n'avoir aucun succès. C'est vraiment une caractéristique principale de cette industrie. Grâce à l'IA et grâce aux outils digitaux, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir en fait dédouaner beaucoup plus rapidement. Et donc ça va permettre à beaucoup plus d'acteurs, je pense, d'aller justement se lancer, dans l'industrie pharmaceutique ou dans la découverte de nouveaux médicaments. Donc c'est
fondamentalement, il faut le regarder. Donc ça, c'est la partie R&D. Je vais être un peu plus court sur la partie manufacturing. Évidemment, ça change beaucoup aussi dans les techniques de production. Et puis après, c'est la commercialisation ou la relation avec les médecins de façon générale, parce que ce qu'on appelle le CRM, en fait, évolue aussi très rapidement grâce à l'IA. Et nous, on a choisi de se concentrer sur ces 3 dimensions. On sent dans tout ce que vous nous dites comment l'IA, même si aujourd'hui tout le monde essaie, il n'y a pas de solution miracle, mais comment l'IA est un facteur d'accélération qui arrive très très vite, modifier nos manières de travailler dans le monde de la santé. Quelque chose d'important que nous disait Mel, si on crée des outils, on doit créer aussi la culture du changement qui va avec cet outil, parce que l'humain ne change peut-être pas aussi vite qu'un acteur d'intelligence artificielle. J'aimerais bien connaître votre point de vue là aussi, pour vous qui êtes à la tête d'un laboratoire qui produisait des médicaments qui vont aller dans des hôpitaux, chez des médecins, dans des officines de pharmacie. Comment est-ce que vous voyez évoluer, ou peut-être pas assez vite, cette culture du changement ? Alors, je pense que quand on aborde ce genre de sujet, il faut les aborder quelquefois avec de la philosophie. Et la mienne, c'est que j'ai foi dans la personne humaine, et que donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de se transformer et d'évoluer dans leur métier. Et quand vous le prenez sous cet angle-là, ça peut dire, et on a une expérience très concrète chez Pierre Fabre qui s'est passée pas très loin d'ici, à Soal, il y a 2 ans, quand on a implémenté un système qui s'appelle SAP, donc qui est très connu dans les écoles d'ingénieurs, donc qui a été implémenté chez nous sur le côté production. Eh bien, on s'est aperçu qu'un certain nombre de collaborateurs avaient une barrière à entrer dans le système, puisqu'ils passaient de systèmes de fabrication où ils avaient le manuel, si vous voulez, du produit, la formule du produit qui était écrite, et puis là, ils passaient à une formule digitale, enfin sur un écran. Bon. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a passé 3 mois de plus à les former, et on a réussi parfaitement à passer la barrière, j'allais dire, sans que personne ne soit laissé en route. Et la culture du changement, dont on fait toujours des grands exposés de grands cabinets de consulting, en fait, au final, ça se solde souvent par ça, c'est-à-dire c'est que le management et l'entreprise financièrement soit capable d'accompagner humainement des personnes à progresser vers des outils, personne n'est plus stupide que nous, qui sont parfaitement capables d'appréhender comme nous, et qu'on va embarquer avec ça. Ça peut prendre quelquefois plus de temps, c'est très transformant. Dans les métiers de santé, c'est un thème qui nous tient à cœur chez Pierre Fabre, et avec un groupe de travail qui s'appelle le G5, donc qui réunit les industries françaises du médicament. On parle d'efficience. L'efficience en santé est fondamentale. On peut effectivement, et toutes les solutions qu'on a entendues cet après-midi, d'ailleurs en vous écoutant les unes et les autres tout à l'heure, je me disais ça serait pas mal que certains parlementaires qui débattent du budget de la sécurité sociale soient avec nous cet après-midi, parce qu'ils auraient vu que l'efficience c'est possible grâce aux outils que vous amenez. Et donc quand on fait de l'efficience, eh bien, on peut concentrer aussi les moyens que l'on a, fussent-ils faibles, sur d'autres choses, et souvent sur de la découverte et de la progression, en fait. Donc, merci pour ce que vous faites, et je pense que ça conduira à de l'efficience. Merci à vous. Merci Eric Ducournau. Je vous laisse remettre ce grand prix, justement, d'Université de la Santé, édition 2025, à Maëlle Landel pour cette solution ReignPass, développée par cette société proche de Rennes. Voilà un petit mot pour la photo. Et c'est donc la fin de cette Université de la e-santé, édition 2025. Merci à tous ceux qui ont participé une fois de plus. Merci à toute l'équipe de la Technopole pour l'organisation, équipe dirigée par Yann Peter. Et moi, je vous souhaite une bonne fin d'université à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir.